partners, their choice of a mate, their idea about how to do things on a particular timeline. It's a very internalized set of norms about how to survive and thrive in a neoliberal fashion. So, to be sure, everything is managed, but I wonder if it's increasingly managed at the level of internalized norms rather than through the direct application of managers. But there's also another aspect of the managerial. It's the government's actual managing. Because governments, what they tell us now is, let us just manage the crisis. Let us just manage the economy. You worry about your own lives. There we have a different problem. So let me try to describe that problem. Absolutely. What we have here is a notion of supposedly democratic government that increasingly understands itself as a manager. But even more than a manager, I would say we call it the CEO version of government, which is the chief executive officer, the top of the pyramid in business. So what does that tell us? That we have a business model of politics, which Foucault again had a word for, governmentalization. It wasn't a very lovely word, but he was talking about the moment when the state is transformed from fundamentally a legislative and even administrative state to a state on the business model. And what's important about that is, of course, it's a form of de-democratization. And when you have a managerial state, when you have a state that understands itself as the chief executive officer of the business of the nation, it models itself on business, and that means each of us is supposed to be doing our little particular tasks while the state takes care of politics. And that is the evacuation of democracy from a democratic state. And that is, to me, something I think that is happening in every Euro-Atlantic state. That is, every state that formally understands itself as a democracy is undergoing that form of de-democratization. Comment est-ce qu'on peut penser une stratégie, si on peut utiliser ce terme, de ceux qui sont soumis à ce pouvoir? Or, le pouvoir laisse les événements arriver et puis il gère. Donc, nous, du côté de l'événement, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette stratégie du pouvoir? Bien sûr, ce n'est pas moi de donner des recettes, mais ce que je voulais dire, ce que je dis avant, c'est quand même clair dans le sens que si la situation est telle qu'on a dit, et donc il ne faut pas croire qu'on peut jouer clairement un pôle contre l'autre, je ne sais pas, le désordre contre l'ordre, la subversion contre le pouvoir, puisqu'on a en face un pouvoir qui prévoit déjà la crise, la subversion comme un élément de calculé, donc qui fait partie du calcul. Donc cela ne rend pas du tout impossible, je veux dire, sauf il faut être beaucoup plus attentif lorsqu'on élabore une stratégie, parce que donc la stratégie doit savoir qu'on a en face, d'habitude, ou surtout dans nos pays, un pouvoir qui, justement, sait gérer les désordres, et vise à gérer les désordres. Donc la stratégie est plus compliquée. Oui, ce n'est pas la loi abstraite et les règles abstraites, c'est la gestion de... Aujourd'hui, il est clair, le paradigme n'est plus la loi, c'est la gestion. La mesure, ça c'est un autre grand changement. Il ne faut pas croire que, bien sûr, la loi est toujours là, mais les pôles gestion, les pôles, donc, à chaque instant, on va voir, selon les problèmes, selon les situations, quel outil, quelle norme on va employer, quelles mesures on va employer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas la loi, mais plutôt la mesure. La mesure d'urgence, les décrets, la police, l'intervention. Mais cela dit, moi je suis convaincu que la machine politique, et peut-être non seulement politique de notre culture, est toujours double. Elle a toujours une double polarité. Donc quand je dis qu'aujourd'hui ce n'est plus la loi qui domine, mais elle reste là. On n'est pas dans un régime, parce qu'autrement on n'aurait plus de droit, on n'aurait plus de loi. Non, c'est un paradigme double, sauf qu'il y a des pôles, donc des faces, loi, gestion, on pourrait dire dans la terminologie de Carl Schmitt, règne et gouvernement. Non? Les rois
règnent mais ne gouvernent pas. C'est une chose qu'on a beaucoup dit. On a toujours, ça c'est des choses très importantes, on a toujours cru, non, les gens qui se sont occupés des philosophies politiques ou des théories politiques, de Rousseau jusqu'à aujourd'hui, on a toujours pensé l'important c'est les souverains, les côtés règne. Par exemple, les peuples, que c'est qui dans la démocratie est les souverains et qui légifèrent. Et après, il y a les gouvernements qu'on appelait pouvoir exécutif et qu'on croyait que c'était tout compte fait secondaire, ne fait qu'appliquer. Or ça, c'est complètement faux. On n'a pas compris que la machine est double et qu'aujourd'hui, au contraire, c'est le pôle gouvernement exécutif qui domine sur l'autre. L'autre est là, mais n'est fait que ratifier. Là, on voit très bien les parlements. Par exemple, en Italie, c'est clair, mais je crois que c'est partout comme ça. Les gouvernements, les parlements, aujourd'hui, ne font plus que ratifier des décrets d'urgence pris par le gouvernement, qui sont transformés en loi, on dit. Donc, mais là, on voit bien, c'est l'exécutif qui légifère. Mais ça, c'est une chose qu'on ne dit pas. Tout le monde le sait. Là, n'importe quel juriste sait parfaitement que c'est comme ça. Mais on fait semblant qu'il y a toujours le pouvoir souverain, les peuples souverains, et l'exécutif ne fait qu'exécuter la volonté du peuple. C'est exactement le contraire. Les représentants du peuple ne font qu'exécuter la volonté de l'exécutif. Mais c'est la fiction de la souveraineté qui... Mais les pôles restent doubles, ce que je voulais dire. Donc il n'est pas facile il ne faut pas croire, face à la situation de l'état d'exception dont on parlait, il ne faut pas croire qu'on puisse revenir en arrière du côté du droit. Bon, là, il y a eu cette perversion. Là, on va rétablir la loi, le règne de la loi et la norme, et régler les problèmes. Je ne crois pas que ce soit possible, parce qu'on oublie que non, que la machine était double, qu'un côté n'était pas sans l'autre. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse revenir de l'état d'exception à un état de droit. Parce que l'état de droit prévoyait l'exception comme noyau ultime. Et là, on le voit très clairement. Là, quand je parlais de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, tout a été rendu possible par le fait que la constitution démocratique de Weimar comportait un article, l'article 48, qui prévoyait que le président du Reich pouvait suspendre la Constitution, certains articles de la Constitution, dans un cas d'urgence, etc. Et donc là, on voit bien, le mécanisme est là. Donc je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière. Il faudra essayer d'agir sur les épaules. Il faut désactiver la machine, ne pas jouer un pôle contre l'autre. Et on ne peut pas revenir à quelque chose de connu, de sûr. Il faut inventer peut-être quelque chose de nouveau. Si, je ne crois pas que là, c'est presque un siècle que cela dure, parce que c'est commencé avec les guerres mondiales et tout ça. Et je vois mal aujourd'hui croire qu'on puisse... Ah, mais l'état des droits est toujours là, on va revenir à une constitution saine. Ça ne se produit jamais. Il faut, je crois, un tiers. Si la machine est double, il faut un tiers. Mais là, je crois que c'est partout dans notre... C'est pas simplement la politique, c'est même la culture, la philosophie de l'Occident marche toujours par dichotomie. Même dans l'ontologie, il y a être, sens, existence. En politique, il y a règne, gouvernement, règle, exception, pouvoir constituant, pouvoir constitué. C'est toujours des couples. C'est toujours des couples. Et ce qui arrive, c'est que les gens vont essayer de jouer. Quand il y a un pôle qui devient tyrannique, on va s'appuyer sur l'autre pour le jouer contre l'autre. Tactiquement, ça peut être très utile, mais stratégiquement, à la fin, c'est stérile. Parce que ce qu'il faut faire, c'est désactiver la machine sur les épaules et voir si un tiers, quelque chose d'autre va apparaître, se dégage dans cette suspension. In Europe, you need something else because you have formal democracy. So the task in Europe is a different one and a very difficult one because slowly people have to start calling into question capitalism. That's not on the agenda in the Arab countries. A democratic revolution that would remain democratic would be an enormous difference in the Arab world.
in Europe, who are you going to? You don't overthrow a dictator. With Franco, yes. With the junta in Greece, yes. But now it's a very different situation. And I think it's extremely complicated. And to be honest, I don't think any of us really have the answers for that. We can criticize the German banks. We can criticize Wall Street. But none of this is an answer. None of us really points in the direction of what a real progressive revolution would look like. So I think there are problems. But it's something that perhaps we will find out in the course of movements, and to see how they're reacted against. It not only creates new imaginaries, but it also begins to see what can and should be changed and what cannot be changed without further change. Does that make sense? Yeah, of course. It reminds me what they say that in Europe, not only Europe, but I think in the US too, it's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. So that's our problem, you could say. Yes. Today in Europe. Nobody can imagine the end of capitalism, not Yes. even the left. No, it's So true. why is that? I think there's several reasons. One is, for the orthodox left, the Soviet Union stopped being a model a long time ago, and then it collapsed. China isn't a model, certainly for the left. It's a model for business, but not for the left. The So- business communism. Well, it's not. It's state capitalism. There are no models. That isn't necessarily bad. What makes it much more difficult is that the classic working class movements aren't what they once were. And it's not only an ideological question. It's not because they don't have the right consciousness. It's because the nature of work is changing. And that has confronted the left for 30 years with a problem that the left hasn't solved. How do you deal with a post-proletarian socialist movement? And it seems to me that that is what is on the agenda. Laszlo, je vais déjeuner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lier ces idées très intéressantes à la politique, au concret des gens qui nous regardent? Donc le désœuvrement, le désactivation, tout ça, comment est-ce qu'on peut en servir? Oui, là, par exemple, des choses très précises. Je crois qu'une des graves limites de la tradition de la gauche et du mouvement ouvrier, c'était de partager avec son ennemi, le capitalisme, certains concepts fondamentaux, comme par exemple le concept de travail, de productivité. Il m'est arrivé souvent de discuter avec des amis, je ne fais pas de nom, qui, bien que se posant un adversaire, ennemi du capital, quand même garde ces concepts fondamentaux. Oui, mais l'essentiel, c'est la notion de travail, la notion de productivité, de coopération et tout ça. Voilà, moi je pense que ça, c'était une limite. Et il faut par contre, là aussi, rendre sa place à la notion de désœuvrement, qui ne veut pas dire, bon, vous savez, il y a toute une tradition de la gauche, l'éloge des loisivités, tout ça. La FAG. Oui, bon, ça c'est bon, mais j'entends pas cela. Parce que pour moi, ce n'est pas ne rien faire, c'est une forme de praxis. C'est une forme de praxis qui, face chaque fois aux dispositifs qui peuvent être juridiques, économiques, religieux,